1995. Un appel anonyme informe la police que le décès d'un homme, Jean-Bernard Wiktorska, déclaré comme accidentel, serait en fait un meurtre. Il aurait été tué par sa femme et son amant. Les policiers récupèrent le corps in extremis, juste avant son incinération. L'autopsie confirme l'homicide. Les policiers interpellent le couple dénoncé par la mystérieuse informatrice, ainsi que la femme chez qui ils sont découverts. Mais lors de cette arrestation, l'homme prétend s'appeler Jean-Bernard Wiktorska, c'est-à-dire qu'il donne l'identité du mort. Ils sont transférés à la brigade criminelle de Versailles. Il est 13h15 le 20 juillet 1995. Leur garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Ces gardes à vue ont été reconstitués avec des comédiens d'après les procès-verbaux des auditions. Comment vous vous appelez? Jean-Bernard Wiktorska. Wiktorska, ça s'appelle comment ça? W-I-K-T-O-R-S-K-A. Dis donc, pas facile comme orthographe. Wiktorska. Jean-Bernard donc. Je ne dis rien, je le laisse dans son mensonge et je continue comme s'il s'agissait effectivement de Wiktorska Jean-Bernard pour ne pas attirer son attention. Votre date et lieu de naissance? 22 février 1953, à Remiremont, dans les Vosges. Je me suis simplement dit que l'intéressé qui était là avait quelque chose à cacher. Vous habitez? Sarcelles. 1 allée du Meunier. 1 allée du Meunier à Sarcelles. Est-ce que vous voulez qu'on prévienne votre famille pour votre garde à vue? Pas la peine, puisque ma femme était là quand j'ai été arrêté. Celle qu'il présente comme sa femme, c'est Nadège Wiktorska, la femme de la victime. Lors de son arrestation, elle a immédiatement dit que son mari était mort. Mais celui qui se fait passer pour Jean-Bernard Wiktorska n'a pas pu l'entendre. Il avait déjà été mis à l'écart dans une autre pièce. C'est très révélateur de sa personnalité. En réalité, c'est quelqu'un qui est dans la toute-puissance et c'est quelqu'un aussi qui veut peut-être s'amuser et balader un peu les fonctionnaires de police avant d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire d'être interrogé sur le motif de son interpellation. Vous allez me signer le PV d'audition. Ici. C'est rapide comme interrogatoire. C'est parce qu'on a un petit souci sur votre identité. Donc pour comprendre un peu mieux, on va faire tous les relevés anthropométriques, les photos, les empreintes, tout le tintin. Bon, d'accord. Wiktorska, c'est pas mon nom. Ah, on y arrive. On va peut-être y voir un peu plus clair. Et donc? Je m'appelle Jean-Stéphane Cézelet. Ben voilà. On va quand même vérifier ça à l'identité judiciaire. Les services d'identité judiciaire nous permettent d'avoir accès à des archives dans lesquelles on garde toutes les traces de toutes les personnes qui ont été l'objet de poursuites judiciaires, avec leur identité, leurs empreintes, et ce qui nous permet, nous, après, de les confondre en cas d'usurpation d'identité ou en cas de découverte d'un corps qui n'est pas identifié, on peut joindre les deux. Et ça a été bien sûr utile puisque ça a confirmé son identité et ça nous a permis, rapidement dans les fichiers, de connaître l'historique de son passé de délinquant. Habitué des gardes à vue, Jean-Stéphane Cézelet a déjà été condamné pour vol à main armée, trafic de stupéfiants, proxénétisme. Par ailleurs, il est en cavale puisqu'il n'a pas réintégré sa prison lors de sa dernière permission 8 mois auparavant. Isolé lors de son interpellation, Jean-Stéphane Cézelet ne connaît donc pas la raison exacte de cette garde à vue.
Mais s'il semble si sûr de lui, c'est parce qu'il sait que le médecin, appelé le 14 juillet pour constater le décès, a conclu à un accident de musculation. Les pompiers et policiers venus ce soir-là ont confirmé la mort accidentelle. Selon eux, la victime a été prise d'un malaise alors qu'elle faisait des exercices sur son banc de musculation avec une haltère de 50 kilos. L'haltère serait tombée sur son cou et aurait entraîné le décès. Ils n'ont donc fait aucun relevé dans l'appartement et n'ont pas protégé ce qui est en fait une scène de crime. Après avoir procédé à la notification de garde à vue de Nadège Wiktorska, Aurore Piana, inspectrice à la brigade criminelle de Versailles, se rend avec elle à Sarcelles dans son appartement pour y effectuer une perquisition. Elle espère que son retour sur le lieu du crime va la faire réagir. Notre difficulté lors de cette perquisition, c'est que la scène de crime est polluée. Elle n'a pas été figée au moment de la découverte du corps. Donc nous savons très bien, dès lors, que nous pouvons prendre que quelques éléments complémentaires. Donc on récupère la barre d'haltère dans la chambre, qui en fait effectivement a été retrouvée sur le corps de la victime. On récupère des plaquettes de Rohypnol et divers documents, en fait papier, qui peuvent nous conduire à un mobile éventuel. Le temps de prendre connaissance de tous ces documents et de les mettre sous scellés, cela fait plus de 10 heures que la garde à vue a commencé quand ils auditionnent Cézelet. Donc, je tape, je confirme mes déclarations verbales, je me nomme Cézelet Jean-Stéphane, né le 26 novembre 1959 à Reims. Je suis de nationalité française. J'ai terminé mes études en terminale. J'ai fait mon service militaire à Agen, où j'ai fini caporal-chef. Et là, vous habitez où? Je suis sans domicile fixe. Parfois, je dors chez ma mère et mon beau-père à Sarcelles. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes en cavale. Ouais. Vous deviez réintégrer la prison de Saint-Martin-en-Ré après une permission et vous l'avez jamais fait. C'est ça, ouais. C'est un sujet qui pense qu'il est au-dessus des lois, au-dessus de la justice et qui ne se fera pas prendre. On voit qu'il s'adapte très bien au fur et à mesure que des éléments viennent un peu contredire ses propos. Il va trouver des arguments pour s'y adapter. Quelles sont vos relations avec Nadège Wiktorska? C'est une amie d'enfance. Sa mère faisait le ménage dans le cabinet médical de mon père. On s'est perdu de vue et dans les années 80, on s'est un peu retrouvés. Enfin, quand j'étais pas en prison. Et après? Je suis retourné voir ma mère en coup de vent 2-3 fois. Période de Noël. C'est là où on s'est revus. Vous l'avez revu en tant qu'ami? Au début, oui, en tant qu'ami. Puis, naturellement, sans que l'un ou l'autre en prenne l'initiative, c'est devenu différent. Vous voulez dire que vous étiez amant? C'est ça. Je pense que Cézelet était un homme intelligent, peut-être frustre, mais intelligent. Et il sait par expérience judiciaire qu'un certain nombre d'éléments sont déjà en possession des enquêteurs et qu'il faut mieux coller à ces éléments qui ne vont pas l'impliquer pour autant. Elle avait l'air d'être heureuse avec moi. Ses enfants aussi. Ils sont au courant de votre liaison? Ils sont petits, hein. Je crois pas qu'ils voient ça comme ça, mais... Ils nous voyaient souvent ensemble, ouais. Ils ont même dormi avec nous. Où ça? À l'hôtel, à Sarcelles, ou chez Elisabeth. Quels sont vos liens avec Elisabeth? C'est une amie. C'est surtout elle qui a passé l'appel anonyme, comme l'ont appris les policiers lors de son interrogatoire quelques heures plus tôt. Et c'est chez elle qu'ils ont été interpellés. Les liens entre Jean-Stéphane Cézelet et Elisabeth Tourteau étaient assez simples. Jean-Stéphane Cézelet a été, à un moment donné, celui qui l'a approvisionné en produits stupéfiants. Manifestement, il y avait une dette entre eux. Elle l'hébergeait à la demande de Cézelet et il lui a raconté ce qui s'était passé. Je crois qu'en toute conscience, parce qu'elle avait une dignité, parce qu'elle avait une conscience, elle ne voulait pas que ce crime reste impuni. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue assez souvent, qui est déjà connu des services de police pour usage de stupéfiants. Elle ne veut certainement pas rajouter à un passé déjà lourd des risques quelconques de lien avec un acte grave. Les policiers relâchent donc leur indique Elisabeth Tourteau. Dans ce dossier, ils vont tenter de la protéger et ne pas révéler son identité. Mais en l'absence de preuves matérielles,
Ils n'ont que son appel anonyme pour fonder leurs soupçons. Pour avancer, il leur faut absolument des aveux. Et le mari de Nadège, vous le connaissiez? Oui. Il venait parfois chez ma mère. On n'avait pas beaucoup de discussions. Je pense qu'il se doutait même pas qu'on était amants. Mais elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il faut dire que lui, il était bête. Bon, on va en revenir au 14 juillet. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Je suis arrivé en fin de matinée chez Nadège. Jean-Bernard était là. On a pris l'apéritif. C'était quoi comme apéritif? Du pastis. Vous en avez bu beaucoup? Un ou deux comme Nadège, comme Jean-Bernard. Enfin, lui un peu plus, hein. Il a bien bu ce midi-là. Puis ensuite, on a déjeuné. C'était quelle heure environ? 1h30. Et vous êtes resté à table jusqu'à quelle heure? 14h30. Ouais, ça doit être ça, ouais. On est resté 1 heure à table à peu près, ouais. Et après? Bah après, on n'a pas pris de dessert parce que Jean-Bernard commençait à être agressif. Il avait bu pas mal de rosé. On n'a pas pris de café non plus et j'ai décidé de m'en aller. Vers quelle heure? 15h30, 16h. Quand vous êtes parti, il faisait quoi, Jean-Bernard? T'es sur le canapé. Devant la télé? Non, je sais plus, non, oui. Enfin, il écoutait de la musique, je sais plus, quoi. Tout ça m'a paru étrange, puisque il était indiqué à l'autopsie qu'il y avait au maximum 45 minutes entre la fin du repas et le décès de M. Witkowska. Ensuite? Ensuite, je suis arrivé chez Elisabeth en fin d'après-midi. J'ai passé la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai appelé mon beau-père qui m'a dit que Jean-Bernard était décédé. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément? Que ma mère et Nadège devaient l'emmener au feu d'artifice. Il devait dîner chez elle, mais il avait déjà trop bu. Ça lui arrivait souvent? Oui. Il prenait des médicaments aussi. Quand il mélangeait les deux, il devenait un peu fou. Donc, il n'est pas allé dîner chez votre mère? Non. Quand elles sont rentrées, elles l'ont vu sur son banc de musculation. Et depuis sa mort, vous vivez chez Elisabeth? Ouais. Elle ne savait pas que je devais réintégrer la prison. À Nadège non plus, d'ailleurs. Mais ça, elles ont dû vous le dire, ça. Hein? C'est plutôt le patron ici. Elles disent qu'elles veulent et ça ne te regarde pas. Les questions qu'il m'a posées, c'est qu'est-ce qu'on avait comme élément dans le dossier? Qu'est-ce qu'avait dit à son sujet Nadège Witkowska? Et pourquoi on avait ramené avec nous Elisabeth Tourteau? Je m'en souviens bien. Mais c'est moi qui dirigeais l'audition, donc je disais, écoutez, c'est moi qui pose des questions, c'est quand même pas vous. Et ça vous a pas surpris que le corps de Jean-Bernard soit autopsié? Non, c'est pas con, un type qui meurt sur un banc de musculation. C'est plutôt un incident insolite, non? Il en faisait depuis longtemps de la musculation? Je sais pas. Mais ça faisait pas longtemps qu'il l'avait, son banc. Il était même tout content de son nouveau jouet. Vous alliez souvent chez eux? Non, j'y suis allé 2 ou 3 fois. En tout cas, c'était la première fois que j'y déjeunais depuis ma sortie de prison. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle tu es là ce soir? Ah non, je comprends vraiment pas, non. D'autant que mon état de santé me permet pas de soulever des poids. Puis j'étais pas là quand c'est arrivé. Bon. Il est 23h. Vous relisez ça. Et vous signez. Dix minutes après la fin de l'audition de Jean-Stéphane Sesley, c'est au tour de Nadège Witkowska d'être interrogée. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc vous êtes bien marié sous le régime de la communauté des biens depuis 11 ans avec monsieur Witkowska Jean-Bernard. Ça s'écrit bien comme ça? Oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on se trompe souvent. Vous avez des enfants? Oui. J'en ai 2. Le grand a 10 ans et demi, le petit 7 ans. Ils sont où en ce moment? Dans Lyon. Ils devaient rester jusqu'à quand? Demain. Ils peuvent y rester un peu plus longtemps, si besoin?
Ah oui, ils sont chez une amie. Vous vous occupez beaucoup d'eux en temps normal. Oui, mais je suis toujours à la maison, je travaille pas. Vous n'avez pas de casier judiciaire? Non, j'ai jamais été condamnée. Vous saviez combien gagnait votre mari par mois? Oui, à peu près. Combien? 10 000 francs à peu près, puis parfois plus avec les heures sup. Et ça pouvait aller jusqu'à combien? 13 000. Vous saviez qu'il avait une assurance vie? Oui. Il l'a prise au début quand on s'est mariés, il y a 11 ans. Et il y a combien dessus? Je sais pas. Vous êtes sûr? Enfin, je sais qu'il y a un prélèvement qui part dessus tous les mois, de 275 francs. Et qui est le bénéficiaire de cette assurance en cas de décès de l'assuré? Au début, c'était moi, mais mon mari a parlé de rajouter les enfants, je sais pas s'il l'a fait. Donc, lors de son interpellation au domicile d'Elisabeth, Nadège avait été retrouvée en possession d'une pochette contenant des papiers très intéressants, notamment des documents bancaires, des pièces qui étaient à fournir, en fait, pour toucher les primes d'assurance vie de son mari. Et il y avait un courrier précisant le montant de la prime à plus de 500 000 francs. Quels sont vos rapports avec l'homme que nous avons arrêté en même temps que vous? C'est un ami. Un ami? Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, depuis qu'on est tout petit. Vous avez toujours gardé contact? Non. Non quoi? Non, on s'est un peu revus depuis la fin de l'année, parce qu'il est revenu voir sa maman. Ah, et elle habite où, sa mère? À Sarcelles, à côté de chez moi. Alors, quels sont vos rapports avec lui? On se voit de temps en temps. Vous le voyez? Mais vous avez des rapports intimes? Mais pas du tout. Vous êtes sûr? Oui. On est étonné dès le départ qu'elle nie une relation quelconque, voire intime, avec Cézelet. Mais indirectement, on la comprend, car elle veut aussi le protéger. Donc là, rapidement, on se dit qu'ils sont tous les deux impliqués dans cette action criminelle. Est-ce que vous avez des relations en dehors de votre mari? Non, jamais. Donc on écrit, il s'agit d'un simple ami, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec lui. Oui, c'est ça. Elle pense encore qu'elle peut et qu'ils peuvent s'en sortir. Ça lui est arrivé de déjeuner chez vous? Non. Jamais? Non. Donc il n'a jamais déjeuné chez vous? Non. C'est tout à fait ce qu'on appelle le PV de chic. On laisse le mensonge se mettre en place et on enferme la personne dans ce mensonge jusqu'à un point où, de toute façon, elle ne pourra plus en sortir. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait la journée du 14 juillet? Oui. Je vous écoute. Le matin, j'ai été faire des courses pour le déjeuner. Ensuite, on a mangé. Et ensuite, j'ai été chez Madame le maire. Choisir le 14 juillet comme date, ça pouvait être pertinent dans le sens où il y avait les festivités du 14 juillet, le feu d'artifice ce soir. C'est un petit peu une journée festive pour les Français, pour les citoyens. Les forces de l'ordre sont par ailleurs très occupées. Et puis à côté de ça, Nadège pouvait librement partir de chez elle, aller chez les amis, en revenir. À quelle heure vous êtes allé chez Madame le maire? Vers 5h30. Et que faisait votre mari à ce moment-là? Il se reposait. Où ça? Dans la chambre de mon fils. Ah bon? Pourquoi dans la chambre de votre fils? Il préférait, elle est plus fraîche. Il avait beaucoup bu à midi, au moins 4 ou 5 doses de Ricard, et il a fini la bouteille de vin, et il m'a demandé de prendre des cachets de Rupnol. J'ai essayé de l'en dissuader, mais il m'a dit que c'était pas mes affaires. Il les a pris quand même? Oui. On voit clairement qu'elle cherche à minimiser son rôle. Elle essaie de trouver un argument pour justifier qu'il ait pris des médicaments, mais pas dans le cadre d'une action criminelle, simplement parce qu'il voulait dormir. Il les a pris après le déjeuner? Il en a pris combien? Je sais pas. Il m'a dit qu'il me rejoindrait plus tard chez les Lemaire pour le feu d'artifice. Mais après, dans la soirée, comme il n'arrivait pas, j'ai appelé plusieurs fois à la maison, 5 ou 6 fois. Ça répondait pas. Du coup, j'ai décidé de venir avec Claudine pour le chercher. Et c'est là qu'elle l'a trouvé mort. Mais Claudine, c'est bien Madame le maire? Oui. Et après, on a appelé son mari et les pompiers. Et où était le corps du défunt? Sur le banc de musculation, avec l'haltère sur le cou. C'est bien l'utilisation de cette barre lourde qui a fait pression, mais elle a été manipulée, maintenue et a occasionné le décès de cette façon-là. On a des lésions qui sont tout à fait évocatrices, qui sont des lésions qu'on regroupe dans les lésions dites de strangulation, avec des lésions internes, des lésions des cartilages, des compressions des gros vaisseaux du cou. Jean-Bernard Wiktorska était un homme costaud.
1,90 m pour 85 kg. Comment se fait-il qu'il ne se soit pas défendu? Les analyses apportent deux éléments. La présence d'un tranquillisant, qui est même un tranquillisant actif et un hypnotique, le flunitrazépam, et la présence d'alcool. Alors, le flunitrazépam, c'est le produit actif d'un produit somnifère qui était le rohypnol, qui a été retiré du marché, qui était un produit provoquant un sommeil rapide. Le fait de retrouver du produit essentiellement dans le sang et très peu dans l'urine indique que le toxique a été ingéré peu de temps avant le décès. Il a juste eu le temps de passer dans la circulation sanguine. Il commence à peine à être éliminé et on est certain que son ingestion est proche du moment du décès. L'analyse du bol alimentaire va confirmer elle aussi que le décès est proche du déjeuner. Donc là, on retrouvait de la viande, des tomates, de l'oignon, des produits qui sont encore tout à fait visibles. Donc il n'y a pas eu l'action des sucs gastriques. On sait qu'on est donc dans une période entre une demi-heure et 2 heures après l'ingestion de l'alimentation. Quand est-ce que vous avez vu votre mari pour la dernière fois? Vivant? Vers 5h30. Et vous lui avez parlé? Oui. Il vous a répondu? Oui. Il était dans les vapes, mais il m'a dit qu'il allait faire un peu de musculation et prendre une douche. Et il était quelle heure? 5h15 environ. Pourtant, les analyses toxicologiques et le bol alimentaire disent la même chose. À 17 h, son mari était mort depuis 2 heures. Donc c'est en fin d'après-midi que vous êtes allé chez Madame le maire. Les policiers ont compris que Claudine Lemaire, l'amie qui va découvrir le corps le 14 juillet avec Nadège, est aussi la mère de Jean-Stéphane Sesley. Ça faisait longtemps que votre mari avait commencé à faire de la musculation? Non, depuis quelques semaines seulement. Mais il n'avait pas depuis longtemps son banc. On avait été l'acheter ensemble. Et comme ça coûtait cher, on avait cumulé deux fêtes. La Saint-Jean et la fête des Pères. C'est dingue de pouvoir penser faire acheter par la victime son propre outil qui va servir à le tuer. Je crois qu'elle agit aussi sous la houlette de Sesley et elle va dans son schéma où elle essaie de lui apporter les éléments. C'est le propre du complice, en fait. Alors, après lecture faite personnellement, Madame Wiktorska persiste et signe avec nous et notre collaborateur le 21 juillet 1995 à 1h. Je sais que la deuxième audition va pas du tout être sur le même ton. Donc c'est le moment de rattaquer dans le bois dur. Et là, je me dis maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Merci. Bon, alors maintenant, écoutez-moi bien. C'est bien gentil ce que vous nous dites là, mais ça tient pas debout. Votre ami, non seulement il cache pas une minute qu'il est votre amant, mais en plus, il en est fier. Et il était avec vous au déjeuner le 14 juillet. Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Il a dit ça et il l'a signé. Je vais vous dire. Il y a une trentaine d'années, la mère de Nadège travaillait pour le compte de mes parents comme femme de ménage. D'ailleurs, la mère de Sesley, Madame Claudine Lemaire, est entendue en ce moment même dans une autre salle. Depuis ma dernière permission, j'ai revu Nadège. Nous nous rencontrions à l'hôtel à Sarcelles, ou chez Elisabeth, ou chez ma mère quand elle n'était pas là. Ses enfants étaient au courant de notre liaison, car ils nous voyaient ensemble. Il leur est même arrivé de dormir à l'hôtel avec nous, quand leur père n'était pas là. Vous savez ce qu'elle dit, l'autopsie? Elle dit que votre mari a été assassiné, que l'haltère ne lui est pas tombé dessus accidentellement, mais qu'il a été étranglé avec. Faut que vous compreniez bien. Quand vous sortez du commissariat, là, c'est la prison. Direct. Et c'est la perpétuité que vous risquez. Votre ami, il dit qu'il est parti de chez vous juste après le déjeuner. Et que vous étiez encore là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est parti, votre mari était encore en vie. Donc, si votre mari était encore en vie et que vous étiez seul avec lui, c'est vous qui l'avez tué. Vous comprenez ça? Votre ami, il se défausse sur vous. En le protégeant, c'est vous-même que vous accusez. Lui, il vous protège pas. Alors, à votre place, je donnerai ma version des faits. Si vous faites des aveux spontanés, si vous arrêtez de mentir, vous donnerez une bien meilleure impression aux jurés.
Bon, manifestement, votre mari, c'était pas la joie d'habiter avec lui. Ça pouvait lui arriver d'être violent. Les jurés peuvent comprendre si vous êtes sincère. Mais c'est le moment pour ça. La garde à vue est un peu du poker menteur. C'est-à-dire que les enquêteurs, habituellement, lorsqu'ils ont plusieurs personnes qui peuvent être suspectées, ils vont les monter les uns contre les autres. Vous savez bien qui c'est, votre ami Sesley? Vous savez que c'est un bandit. Vous savez qu'il a été condamné pour braquage à main armée, trafic de drogue, proxénétisme. Non, je savais pas. Bon, on recommence. Et mes enfants? Est-ce que je pourrais les appeler? Je voudrais leur expliquer moi-même pourquoi je pourrais pas revenir comme prévu. On verra demain. D'abord, on va voir ce que vous allez nous dire et puis vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Cet aparté n'a duré qu'un quart d'heure. Les policiers peuvent maintenant attaquer la deuxième audition. Nous entendons pour la seconde fois Madame Viktorska Nadège, laquelle, après avoir préalablement prêté serment, dépose comme suit. Jean-Stéphane était bien mon amant depuis le mois de novembre. Il voulait qu'on vive ensemble, il voulait devenir le père de mes enfants. Et c'est lui qui a décidé de tuer mon mari. Quand? Au début du mois de juin. Et c'est là qu'il a décidé qu'il fallait en finir. Et pour le 14 juillet, de le faire boire et de lui faire tomber la barre de musculation sur la gorge. Donc il a bien déjeuné chez vous? On s'aperçoit que toutes ces déclarations tournent autour de Sesley et le charge en fait de toute l'organisation, tout ce scénario qui a été mis en place, elle le charge complètement. L'emprise de Sesley pouvait se maintenir tant qu'elle était dans cette illusion magique d'un avenir heureux avec les enfants. À la seconde où elle comprend qu'elle a perdu ça, Sesley, qu'il assume ses responsabilités. Le rêve que lui proposait Sesley ne pourra pas se réaliser, elle n'a plus rien à gagner à le protéger. C'est lui qui a dilué les cachets de Rohypnol dans le verre de votre mari? Oui. Combien de cachets? Je sais pas, je m'en souviens plus, la plaquette était déjà entamée. Le repas s'est passé normalement? Oui. Enfin, mon mari avait beaucoup bu. Et? Il a voulu aller se coucher. Enfin, il avait sommeil. À cause des médicaments? Oui, sans doute. Et que faisait Jean-Stéphane Sesley pendant ce temps? Il a aidé à marcher jusqu'à notre chambre. Il était dans quel état, votre mari? Il était dans les vapes. Et ensuite? Ensuite, Jean-Stéphane l'a aidé à s'allonger sur le dos, sur le banc de musculation. Et il était d'accord de s'allonger à cet endroit-là? Et vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? J'ai débarrassé. C'est tout? Et j'ai aussi secoué la nappe sur le balcon. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Stéphane? Il est revenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il fallait qu'on attende. Attendre quoi? Qu'il se réveille. Vous vouliez attendre qu'il se réveille pour le tuer? Il voulait qu'il reprenne ses esprits pour qu'on croie un accident. Et donc vous avez attendu jusqu'à ce qu'il se réveille? Oui. Et où? Dans le salon. Donc vous avez attendu dans le salon de 15 à 17 heures? Oui. Elle explique qu'elle a desservi la table, qu'elle a fait la vaisselle, qu'elle a secoué la nappe, parce que ça lui permet de ne pas parler de l'essentiel, d'occulter l'essentiel, et de le laisser quelque part sous la responsabilité de Sesley. Mon intime conviction de policier, à ce moment-là, là, dans cette attente qu'il y a entre le moment où il s'allonge sur le banc et le moment où il quitte l'appartement, c'est que c'était effectivement pour être sûr que Jean-Bernard n'allait pas se réveiller, qu'il était effectivement bien mort et que le plan qu'ils avaient mis en place, en fait, était bien concrétisé par son décès. Peut-être qu'elle a été aussi un petit peu ébranlée parce qu'elle a vu ou qu'elle a participé. C'est quand même son mari qu'on tue. C'est pas tous les jours qu'on tue son mari, quand même, quoi qu'il arrive. C'est le père de ses enfants. Donc peut-être que ce temps, en fait, lui a permis de récupérer un petit peu ses esprits avant qu'il quitte l'appartement. Et après? Après, Jean-Stéphane m'a dit qu'il fallait que j'aille chez sa mère. Vous avez fait ce qu'il vous a dit? Oui, pour qu'il y ait un alibi.
m'a dit qu'il fallait que j'appelle plusieurs fois à la maison pour que ça paraisse inquiétant qu'il ne soit pas arrivé. Et puis que je revienne plus tard dans la soirée avec Claudine pour avoir un témoin. Ah, ça, c'était son idée, c'était pas la vôtre. Oui. Les policiers sont partis immédiatement sur une idée. Nous avions un meneur, professionnel de la délinquance, et une menée. C'est là-dessus que je me suis basé pour fonder notre défense. Vous avez essayé de le dissuader? Oui, quand même. Mais il m'a tellement fait croire qu'on allait prendre ça pour un accident, et puis... Mon mari était très violent, il buvait. Vous avez jamais pensé à divorcer? Alors? Si. J'avais peur qu'il m'enlève les enfants, et puis il y avait l'argent aussi. L'argent? Bah oui. Je gagnais pas ma vie. Nadège n'était pas une femme soumise, Nadège était surtout une femme amoureuse. Par amour, on peut faire beaucoup de choses. Elle était sous l'influence de Sesley, qui avait, je pense, une force de persuasion qui était supérieure à la norme. Une audition la nuit est particulièrement difficile pour une mère de famille, surtout si elle n'a pas dormi. Incontestablement, on joue avec la fatigue de la personne qui est entendue. Avec la deuxième audition de Nadège Wiktorska, les policiers ont obtenu ce qu'ils voulaient. La dénonciation très claire de Jean-Stéphane Sesley. Le lendemain matin, ils décident donc de le réentendre pour voir comment il réagit aux accusations de sa maîtresse. Bon, tu nous as pas tout dit, on va reprendre depuis le début. Il va falloir être précis, parce qu'on a des éléments qui contredisent sa version. Vous me tutoyez maintenant? On se connaît mieux maintenant, non? Alors, t'étais où quand Wiktorska a été tué? Parce que t'as bien compris qu'il a été assassiné. Ça, c'est vous qui le dites, ça? Non, c'est l'autopsie qui le dit, pas moi. Alors, t'étais où? Je l'ai dit, j'étais pas là. On a des témoins qui affirment le contraire. Moi, je les connais, hein, vos méthodes. Pour faire parler et intimider n'importe qui. Qu'est-ce que t'insinues? Que c'est pratique pour vous. Je suis pas un enfant de cœur, moi. Je suis un détenu en cavale. C'est facile de tout me mettre sur le dos, comme ça, il n'y a plus d'enquête à faire. Je te repose la question, t'étais où quand Wiktorska a été tué? Puis merde, je réponds plus, moi. De toute façon, pour vous, je suis cuit. Bah non, tu vois, si tu t'expliques, tu peux peut-être espérer échapper à la perpétuité. Mais c'est vrai que sinon, t'es mal parti. Mais de quoi vous parlez? Vous avez rien contre moi? Zéro preuve, parce que j'ai rien fait. Je trouve quand même qu'il a beaucoup de toupet, mais ça montre bien qu'il a essayé de penser à tout. Et dans cette histoire, finalement, il a essayé de se protéger de la police. Il a en partie réussi, puisqu'au départ, on a constaté on a pensé que c'était un accident. Bon, comme je te l'ai dit, l'autopsie et l'analyse toxicologique prouvent que Wiktorska a été tué. Et qu'il a été tué juste après le déjeuner. C'est-à-dire que t'étais encore dans l'appartement. Alors? Bah, faut refaire les analyses. Un témoin dit que c'est toi l'auteur principal de cet assassinat. Eh ben, votre témoin, il se trompe. Parce que j'ai rien fait, et Nadège non plus. Mais dites-moi, vous lui avez fait une petite ligne à votre témoin pour qu'elle m'accuse? Je sais pas de quoi tu parles. À un moment, Sesley va comprendre qu'Elisabeth l'a balancé. À partir de là, le sort de celle-ci est joué et Sesley ne va avoir de cesse de la faire menacer et d'essayer d'obtenir vengeance. Mais Nadège aussi dit que c'est toi le meurtrier. Elle explique même comment t'as préparé ce crime et pourquoi tu l'as fait. Vous l'avez menacée pour qu'elle vous dise ça? Non, elle y allait toute seule. Bah ça, c'est parce que c'est elle qui l'a fait. Avec quelqu'un d'autre. Bon, j'en ai marre, je veux voir mon avocat, là. Ok, bon, ça va aller plus vite. C'est ton écriture, ça. Tu reconnais? Ouais, alors? C'est juste impensable de lire ou d'avoir ne serait-ce que conservé ce morceau de papier qui fait état des questions qu'il a posées à des médecins pour essayer de trouver la meilleure solution pour aboutir au meurtre parfait. C'est un élément pour nous de preuve, mais incontestable, quoi, dans la préparation. Donc c'est ce qui va qualifier pour nous l'assassinat. On nous a dit que t'avais téléphoné à un médecin à Marseille parce que tu cherchais des scénarios pour le crime parfait. Ouais, je voulais écrire un bouquin ou faire un truc. C'est quand même pas interdit d'écrire des polars. En plus, je voulais l'écrire avec Elisabeth. Je pense qu'il n'y avait aucune autre personne dans la confidence. Donc, naturellement, il pouvait penser que Tourteau était à l'origine de cette affaire. Quand Sesley comprend qu'Elisabeth Tourteau l'a dénoncé aux policiers, il cherche à la décrédibiliser le plus possible. Le problème, tu vois, c'est qu'Elisabeth a été très étonnée par ton projet. Elle te connaissait pas, ce talent caché. Mais
Elle était en manque quand vous l'avez interrogée? Bon. Dans ce dossier, la préméditation est totalement établie. Elle prouve donc que le crime n'est pas passionnel, mais dûment raisonné. T'en penses quoi? Je répondrai aux questions du juge. Je vais voir mon avocat. S'il parle devant un juge, ça veut dire qu'il aura eu accès à ce qu'il y a dans le dossier via son avocat. Et ces délinquants, ensuite, ne disent que ce qu'ils ne peuvent pas nier, pour lequel des preuves ont été récoltées durant l'instruction ou durant la phase policière. On savait que dans le dossier, nous n'irions pas plus loin. Donc nous n'avons pas insisté. Quelques heures plus tard, pour acter son silence, Alain Lepage auditionne Cézelet une troisième et dernière fois. Alors, tu vas nous dire la vérité? J'ai parlé à mon avocat commis d'office. Il m'a dit de ne plus faire aucune déclaration. Ah, c'est dommage. Et si t'avais pas conseillé ça, tu nous aurais tout expliqué. J'ai rien à ajouter, moi. Bon bah j'écris ça alors. De son côté, Nadège a pu se reposer 12 heures depuis son audition précédente. Elle a obtenu de téléphoner à ses enfants. À l'époque, ce coup de fil était une faveur des policiers. Donc au cours de la troisième audition, je vais m'attacher à quelque chose de précis. C'est que j'ai besoin de savoir maintenant quel est son rôle à elle. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé sur l'étagère au-dessus du radiateur chez vous. C'est bien ce que Jean-Stéphane a donné à votre mari? Oui. Il a fait comment pour les lui donner? Je sais pas, je sais plus. Ce serait pas vous par hasard qui les lui aurait donné? Non, c'est pas moi. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle évolue vers un rôle de participation active. Et je pense que ça l'effraie et elle essaye de s'en sortir. Mais nous, on n'est pas dupes dans l'histoire. Comment il a su où était le Rohypnol? Je lui ai montré discrètement. Enfin, il en avait peut-être aussi, je sais pas, dans ses affaires. Il a utilisé le sien ou le vôtre? Bah, je sais pas, le sien peut-être, parce que je sais plus combien il y en avait sur la plaquette de mon mari. Et donc vous êtes bien parti à 17h15? Oui. Et votre mari était encore vivant? Oui. Et il dormait où? Il dormait sur son banc de musculation? Oui. Dans quelle position? Sur le dos, comme quand Jean-Stéphane l'avait installé. Après le repas, il n'avait pas bougé. Donc vous étiez bien avec Jean-Stéphane quand il a allongé votre mari sur le banc de musculation? Comment pouvez-vous affirmer que votre mari était encore vivant au moment de votre départ, puisque vous êtes pas... Nadège a toujours menti, jusqu'au bout, sur 2 points. Son heure de départ et que M. Victorka était encore vivant au moment où elle s'en va. Elle dit « Je pars à 17h15 », il est encore vivant. Ceci est faux et a été objectivé par les analyses toxicologiques qui démontrent que Jean Bernard est décédé peu de temps après la fin du repas, c'est-à-dire vers 15h, 15h30 environ. Et quand est-ce que vous êtes revus après? Le lendemain soir chez sa mère. Moi, j'étais déjà depuis la veille, depuis la mort de mon mari. Vous avez passé la nuit ensemble? Ouais. Vous avez eu des relations sexuelles? Oui. Et vous avez senti que le comportement de Jean-Stéphane avait changé? Non. Peut-être qu'ils ont besoin de se rassurer l'un et l'autre, de savoir que tout se passe bien. Ou alors là, on est vraiment sinon dans des choses plus diaboliques, quoi. Voilà, on est tranquille, on a fait notre affaire et puis on se retourne pas. Bien évidemment, ça va être à charge et cela va établir la préméditation et la volonté d'éliminer le mari pour passer à autre chose. Il y a un processus qu'on appelle le clivage, c'est-à-dire que lorsque l'on vit quelque chose,
d'inassumable, d'inintégrable par le psychisme, on fait comme si cet événement n'avait pas eu lieu. On peut vraiment se demander, dans le cas de Nadège, si ce mécanisme de clivage, qui est quelque chose de très puissant, n'a pas pu fonctionner, à savoir, il ne s'est rien passé, tout est normal, je vois mon amant, une part de moi ne sait pas que mon mari est mort et que nous l'avons tué. Qu'est-ce que c'est? Des questions écrites par Jean-Stéphane. Oui. Faut-il beaucoup de coups et faut-il qu'ils soient violents? Une bonne bagarre, est-ce suffisant? Quelle dose faut-il? En combien de temps cela disparaît aux analyses? Il cherchait des plans pour tuer mon mari. Il avait appelé un médecin pour avoir des conseils. Et qu'est-ce que vous pensiez, vous, de ces recherches? Que c'était aberrant. J'étais sûre que ça marcherait même pas. Cette audition aura duré 2 heures. Mais le mobile du crime reste à préciser. Nadège Wiktorska a-t-elle agi par amour pour Jean-Stéphane Szézlé ou espérait-elle récupérer l'argent de l'assurance vie? 1h30 après sa 3e audition, Aurore Piana l'entend à nouveau. La fin de la garde à vue est proche. Et pour les obsèques, pourquoi vous avez choisi l'incinération? C'était la volonté de mon mari. Votre mari de 43 ans, en pleine forme, vous fait savoir qu'il voudrait être incinéré en cas d'accident sur son banc de musculation. Ça serait pas plutôt votre amant qui vous aurait soufflé l'idée? Non. Donc c'est vous seul qui avez décidé de le faire incinérer? Eh oui. Non, parce que vous aviez l'air bien pressé quand même de le faire incinérer. Bon. J'aimerais revenir sur vos relations avec votre mari. Vous pouvez m'en dire plus sur sa consommation d'alcool? Il a toujours plus ou moins bu. Mais c'est devenu pire avec le temps. Et comment il était quand ça lui arrivait? Agressif. Violent. J'en avais marre de cette dépendance qu'il avait. Il devenait tellement méchant. Et des fois, il me prenait pour sa mère, il pétait les plombs, il me tapait dessus comme si j'étais elle. Et le lendemain, quand je lui montrais les traces, il disait que c'était pas lui. Nous n'avons pas retrouvé trace dans les archives du commissariat, ni de plainte, ni de main courante. C'était plutôt un prétexte pour nous, pour conduire à ce que, finalement, son mari soit considéré comme un méchant. C'était un homme plutôt sérieux dans son travail, apprécié de ses collègues, qui posait pas de difficultés à son employeur, mais qui souffrait, il s'était ouvert de problèmes conjugaux avec son épouse, il parlait d'une mutation dans les Vosges, il a évoqué le mot divorce en fait à ses collègues également. Donc peut-être que Nadège s'est dit mutation, divorce, tout ça a peut-être précipité l'objectif final en fait de Szézlé et Nadège de le supprimer. Et avec Jean-Stéphane, ça se passait mieux? Oui. Il m'a donné tout ce que mon mari m'avait jamais apporté. Il était tellement gentil avec moi. Il s'est comporté de façon incroyable. On devait même partir à l'étranger ensemble, au Mexique. Et ouvrir une petite affaire, genre glacier. Et vous comptiez financer votre petite affaire comment? Avec l'assurance vie de mon mari. Et depuis quand il en connaissait l'existence? Depuis le début de notre relation intime. On peut se poser la question, naturellement, de savoir si c'était un peu pour l'appâter ou pour répondre à une de ses demandes, mais en tout état de cause, dans une relation qui débute, ça semble quand même surprenant d'évoquer si vite une assurance vie de quelqu'un, enfin de son mari, quoi. Tu sais ce qu'il dit, ton grand amour? Il dit que c'est peut-être toi qui l'as assassiné. Toute seule. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais t'as pas compris ce qui l'intéressait, Szézlé? Tu crois que c'est toi? Mais alors pourquoi tu lui as parlé de l'assurance? Hein? Pourquoi tu lui en as parlé au début de votre relation en janvier? T'avais pas besoin de ça?
C'est lui qui est revenu dessus, là. Il voulait savoir le montant, mais je savais pas lui répondre. Je savais seulement le montant du prélèvement mensuel. Donc il a décidé de s'en débarrasser, puis il a suivi. Il m'a tellement répété qu'on prendrait ça pour un accident. Qu'il en avait marre de me voir que quand mon mari était pas là, qu'il m'aimait. Qu'il voulait plus que mon mari soit violent avec nous. Mais je l'ai cru. Et là, tu crois toujours que c'est par amour pour toi qu'il a fait ça? Ben non. Je commence à avoir des doutes vu comment il se comporte en garde à vue. Moi, j'ai l'intime conviction que Nadège n'a pas fait ça pour l'argent. Je pense sincèrement qu'elle a fait ça pour fuir son quotidien et avoir une vie meilleure avec un homme qui s'occuperait d'elle. Pour Sesley, voulait-il réellement partir avec elle? Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, partir avec 535 000 francs à l'époque, ce qui était une somme non négligeable, était une idée assez alléchante pour lui. Vous saviez qu'il était en cavale? Non. Enfin, au début, il m'a dit que il était en liberté conditionnelle. Après, il m'a avoué qu'il n'était pas retourné à la prison après sa permission. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas travaillé. Ou gagné un franc, honnêtement. Et d'ailleurs, ça lui est pour ainsi dire jamais arrivé. Vous avez tout. Vous avez l'appartement, la voiture, la maison, le mari. Et l'assurance vie de 500 000 francs. Lui, il a rien. Lui, il profite de vous et de tout ce que vous avez. Vous perdez tout, mais alors tout. Lui, il revient juste à la case départ. Hein. La tôle. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Enfin, si. J'ai pas nourri mes chats depuis que je suis ici. Est-ce qu'on pourrait donner les clés à Madame le maire pour qu'elle puisse le faire? Je ne vois rien à ajouter. Je vous ai dit l'entière vérité dans cette affaire. Je vous autorise à remettre à Monsieur le maire Jacques les clés de mon appartement ainsi que celles de ma voiture. Dans cette garde à vue, les policiers n'auront pas obtenu les aveux de Jean-Stéphane Sesley, mais ceux de Nadège Wiktorska qui les chargent l'un et l'autre. Ils n'auront eu besoin que de 5 jours, entre le décès de Jean-Bernard Wiktorska et la fin de la garde à vue, pour requalifier une mort accidentelle en assassinat. C'est vrai que dans cette affaire, nous avions les 48 heures de garde à vue. C'est un délai qui est très court pour obtenir tous les éléments d'enquête. Surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avions connaissance des faits du meurtre que 2 jours auparavant. Donc sur 4 jours, 2 jours d'audition, sincèrement, pour nous, c'était presque une performance. Quelques semaines plus tard, Aurore Piana tombe des nues. Extraordinaire. Je me retrouve face à ma télé avec Colombo qui intervient sur le meurtre maquillé en accident avec l'usage d'une barre de musculation. Et là, dans ma tête, c'est clair. Je me suis dit, il nous l'a fait. C'est quand même une sacrée provocation de dire qu'on va concevoir un crime en utilisant une méthode qui a été vue certainement par des millions de Français qui regardaient la télévision. Et dans ces millions de Français, il devait y avoir quelques policiers. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée qu'ait eue M. Sesley, car finalement, comme dans les épisodes de Colombo, il s'est fait prendre à la fin. Au cours de ces 5 années de détention provisoire, Sesley est parvenu depuis sa cellule à commanditer à plusieurs reprises l'agression d'Elisabeth Tourteau. Des agressions très violentes. La jeune femme a même été poignardée au cou. Terrorisée, craignant pour elle et sa famille, Elisabeth s'est suicidée 3 jours avant le procès. Le suicide d'Elisabeth Tourteau démontre qu'elle avait réellement peur et qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir comparaître comme témoin devant une cour d'assises et de maintenir un témoignage qui était un témoignage accablant contre Jean-Stéphane Sesley. Le procès s'est tenu normalement malgré la mort du témoin principal. Après quelques jours d'audience mouvementée, le verdict est tombé pour Jean-Stéphane Sesley,
et Nadège Viktorska. Elle a été condamnée à 12 ans de réclusion. Elle l'a accepté. Elle n'a pas fait appel. La seule question qu'elle m'ait posée a été « Quand je sortirai, est-ce que vous serez là pour m'aider à recouvrer la possibilité de voir mes enfants, à pouvoir refaire une vie familiale avec eux ?» Et je ne suis pas certain que ma cliente ait bien mesuré à l'époque qu'elle avait tout de même contribué à tuer, sinon qu'elle ne l'avait pas fait elle-même, le père de ses enfants. Nadège s'est retirée chez son fils après avoir purgé sa peine de 12 ans d'emprisonnement. Mais elle s'est suicidée à son tour peu de temps après. On peut, c'est aussi bien le décès d'Elisabeth que celui de Nadège après, les femmes qui l'ont entouré en fait, au moment de cette interpellation, nous laissent entendre quand même qu'il avait un pouvoir de dangerosité psychologique assez énorme. Condamné à la perpétuité, Jean-Stéphane Sesley est mort en prison après 15 ans de détention. Si on bloque l'intéressé, on n'a rien. Il est